Bonjour, je suis Harry Massoudi et aujourd'hui avec Olivier Fabre, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Justine Bonneau, ingénieure en électronique et informatique industrielle de l'INSA Rennes et aussi docteur en mathématiques appliquées aux technologies de l'information et de la communication donc de l'INSA Rennes également. Nous recevons Justine pour vous parler de son projet de start-up Deep Tech qui a comme nom de code le projet QueenTech. Bonjour Justine, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir dans votre podcast, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, avant que nous abordions le projet QueenTech, est-ce que vous pourriez nous parler de vous et puis de votre formation? Oui, très bien. Donc, moi, en fait, je m'appelle Justine Bonneau. Je suis ingénieure en informatique et électronique industrielle, diplômée de l'INSA de Rennes. J'ai ensuite découvert la recherche à l'aide d'un parcours, en fait, qui s'appelle le parcours recherche, qui est accessible avec notre formation d'ingénieur. Et j'ai décidé, en fait, de poursuivre mes études en faisant une thèse donc, dans le laboratoire de recherche qui était rattaché, en fait, à la filière dans laquelle j'ai fait mes études d'ingénieur. Donc, je suis aussi docteur, spécialité traitement du signal. Et suite à ça, j'ai décidé en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'essayer de porter mes travaux de recherche vers le monde de l'industrie. Et à propos de ces travaux, j'ai obtenu le deuxième prix de thèse de l'école doctorale MathSTIC et j'ai été lauréate de la première édition du concours BPI IPHD également. Et est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de IPSD? C'est un programme qui est, il me semble, lancé par la BPI. Hein. C'est par la BPI, c'est ça, D'accord. exactement. En fait, donc ils ont lancé ce nouveau concours l'année dernière pour arriver en fait juste un petit peu avant le concours iLab. L'idée, c'était vraiment d'essayer de soutenir et d'encourager les tout jeunes docteurs ou alors vraiment les doctorants en fin de thèse à essayer justement de sortir les travaux de recherche du laboratoire. D'accord. Euh, et comment ça se passe ce concours? Est-ce que vous l'avez préparé? Ou est-ce que vous y êtes allé un petit peu, on va dire, vous avez tenté votre chance et puis comment ça s'est fait? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'en savoir un peu Alors, plus. en fait, ce concours-là, donc c'est un dossier. Donc, l'avantage, si je puis dire, quand on commence à essayer d'amener ses travaux au domaine de l'entreprise, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc, on peut récupérer pas mal de choses quand même de précédents dossiers. Donc, c'est quand même un dossier assez conséquent, en fait, pour motiver justement le lien qu'il peut y avoir entre les travaux de recherche et le côté business. Donc, il faut quand même déjà avoir fait une bonne réflexion autour de son projet de création d'entreprise. Mais du coup, non, je l'avais bien préparé parce que ça me paraissait être quelque chose d'assez important à la fois pour la visibilité, mais aussi dans une idée de suite logique en fait de commencer par IPHD, de poursuivre par iLab ensuite, donc pas encore, peut-être l'année prochaine, j'espère. Donc non, c'était quelque chose d'assez réfléchi. Et c'est le concours, bon, il y a une partie, on va dire, écrite d'application par dossier, et ensuite, vous pitchez, c'est ça, devant des jeux, devant un jury, comment ça se passe après? Alors non, il s'agit uniquement d'un dossier. Alors du coup, là, je parle pour l'édition à laquelle j'ai participé, puisque comme c'était la première année, en fait, il y a des choses qui évoluent encore Hmm. actuellement. Donc, en tout cas, moi, quand j'y ai participé, c'était uniquement un dossier. Et derrière, en fait, là où on a pu pitcher notre projet, c'était parce qu'en fait, on nous a offert l'opportunité de pitcher devant des investisseurs de la Silicon Valley. Hmm. Mais du coup, bon, là, c'était une fois qu'on avait intégré en fait la promotion à PhD. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on va revenir sur QueenTech plus tard, mais là, ce qui m'intéresserait, c'est un peu, je dirais, Justine Bonneau enfant. À quoi est-ce qu'elle rêvait? Est-ce que vous aviez l'envie déjà de devenir scientifique? Est-ce que vous avez des modèles, je ne sais pas, de scientifiques ou d'ingénieurs célèbres? Est-ce que ça a été la science-fiction? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a amené vers la science? Alors en fait, moi, c'est un parcours un petit peu, enfin pas du tout linéaire et je rêvais pas spécialement en fait d'être scientifique quand j'étais petite. Je suis passée par plein de métiers. Moi, je suis quelqu'un de plutôt littéraire à la base. J'adore les langues et en fait, la seule chose que j'ai toujours
que j'ai toujours eu en rapport en fait avec les sciences, c'est que mon papa a toujours été très très curieux voilà, que ce soit au niveau informatique, au niveau astronomie. Donc enfin, j'adore l'astronomie aussi depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné, je pense, en tout cas le goût, peut-être la curiosité que que je qui pour moi est vraiment la chose la plus importante en fait dans le fait qu'on aime les sciences. Par contre, moi, ce qui m'a donné envie de me tourner vers une carrière scientifique plus que littéraire, c'est parce que je voulais être pilote de ligne en fait quand j'étais plus jeune. Donc évidemment là le parcours était un peu tracé. Il fallait faire maths sup maths spé, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis derrière j'ai intégré j'ai intégré ma prépa au lycée Chateaubriand à Rennes. J'ai passé mon concours de pilote de ligne et je suis passée pas très très loin d'être sélectionnée, mais j'ai pas eu mon concours du coup quand je l'ai passé. Et du coup, bah, il fallait bien ensuite enfin voilà, retomber un peu sur ses pieds. Et je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'aéronautique. Il y a une formation sur les systèmes embarqués à Rennes. Bah, ça doit parler d'avion, quoi, certainement. Je me suis complètement trompée, pas totalement, mais en tout cas, c'était très, très réducteur de le penser comme ça. Et en fait, bah, voilà, je suis arrivée vraiment, je dirais, par un petit concours de circonstances quand même là où je suis aujourd'hui, et je suis très très contente d'être arrivée finalement à l'INSA de Rennes qui m'a permis de découvrir derrière vraiment l'ingénierie et derrière la recherche. Bah, écoutez, c'est un beau parcours. Et puis justement, on va revenir sur l'INSEAD Rennes parce que donc vous avez, à la suite de votre diplôme d'ingénieur, vous avez suivi un programme doctoral de recherche. La question que je me pose, c'est quand on a une formation d'ingénieur, finalement, c'est assez facile, je dirais, d'intégrer l'industrie pour continuer à faire de la R&D appliquée très rapidement. Euh, Pourquoi la recherche? Qu'est-ce qui a été vous a attiré vers la recherche? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un stage dans un laboratoire ou un chercheur qui a présenté ses travaux et ça vous a donné envie aussi d'aller pousser les limites de la connaissance? Quelle a été, je dirais, la raison d'aller finalement vers la recherche? Alors en fait, comme je le disais, j'ai pu avoir la chance de participer à ce qui s'appelle le parcours recherche. En fait, pendant ma deuxième année d'école d'ingénieur, on nous proposait d'enlever en fait certaines matières en échange de participer vraiment activement à un projet de recherche au sein de l'équipe de recherche du labo dans lequel j'ai fait ma thèse. Donc j'ai rencontré Daniel Ménard qui a été ensuite mon directeur de thèse. On a commencé à travailler sur des sujets assez mathématiques, puisque du coup, c'était vraiment ce qui m'intéressait au départ. Ça a été plutôt, dans un premier temps, j'ai suivi ce parcours recherche parce que le thème m'intéressait. Et ensuite, j'ai voulu faire une thèse parce que le thème m'intéressait, mais aussi parce que du coup, j'ai rencontré un directeur de thèse avec qui bah, voilà, on se challengeait beaucoup. Enfin, ça a été vraiment super de travailler avec lui. On continue toujours de travailler ensemble d'ailleurs dans le projet QueenTech. Et voilà, on partage à peu près voilà, les mêmes goûts en tout cas pour les mathématiques, tout ça. C'est vrai que ça m'a vraiment motivée en fait d'avoir un chercheur qui croyait aussi en moi assez tôt, alors que j'étais pas encore diplômée ingénieure. On a décidé déjà à ce moment-là de tenter de publier dans des conférences internationales. Ça s'est bien passé puisque du coup j'ai présenté mes travaux à l'époque dans deux conférences internationales et une nationale. Et du coup en fait ça m'a vraiment vraiment motivée d'avoir quelqu'un comme ça qui croyait en moi et qui voulait vraiment me pousser, enfin me motiver à dépasser mes limites par rapport à mes thématiques de recherche. Bah, écoutez, c'est formidable. Rappelez-nous encore une fois son nom, son Alors, c'est prénom. Daniel Ménard. Daniel Ménard, on vous Oui. salue. Euh, et votre papa aussi, hein, puisque c'est aussi grâce à lui que vous avez mis un pied dans ce monde de la science et de la technologie. Alors maintenant, on va parler du projet QueenTech. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le projet?
Oui, donc Quintech, en fait, c'est un projet de création d'entreprise sur lequel je travaille actuellement avec Thomas Bardot et avec donc deux chercheurs, Daniel Ménard et Olivier Santiès, qui travaillent donc Daniel à l'IETR et Olivier Santiès à l'INRIA à Rennes. Le but de ce projet, en fait, c'est de pouvoir proposer un outil d'aide à l'optimisation d'applications pour les systèmes embarqués. Alors, ça paraît très compliqué. À quoi ça sert? En fait, c'est très simple. Le but, c'est de permettre aux ingénieurs qui conçoivent ces systèmes de le faire à moindre coût, de consommer moins d'énergie et de faire en sorte qu'ils prennent moins de place et donc de faciliter les étapes de développement de ces systèmes embarqués pour leur permettre de concevoir des systèmes en fait à leurs justes besoins. Donc avant de passer la parole à Olivier, j'invite tout le monde à aller voir votre vidéo où vous avez participé à Je résume ma thèse en 80 En secondes, c'est ça? 180 secondes, en Voilà. 180, oui, c'est ça. Vous avez fait un super exercice parce que moi qui suis biologiste de formation, j'ai tout compris. Donc bravo. Olivier, je crois que tu as des questions aussi plus sur l'aspect technique, c'est ça? Voilà, ouais, pour juste peut-être comprendre un peu plus avant en quoi consiste le progrès. Moi, j'ai travaillé dans les systèmes embarqués il y a une vingtaine d'années maintenant. D'accord. C'était les premiers automobiles commençaient à avoir un bus unifié, ce qui permettait aux calculateurs de communiquer entre eux. Euh, donc, je travaillais sur du Java embarqué à l'époque. D'accord. Et donc, j'avais eu aussi la problématique effectivement d'optimisation est clé. En fait, je pense que c'est une des beautés des systèmes embarqués, c'est de revenir à l'informatique des débuts où tout doit être compté, Mhm, l'espace sur le disque, l'espace en mémoire, la vitesse d'exécution, parce qu'on est sur des ressources qui sont extrêmement limitées. mhm. Donc je comprends bien l'utilité du dispositif, de ce que vous proposez. J'ai moi-même voilà, lutté pour arriver à trouver les petits 20% d'optimisation qui donnent les 80% de résultats sur ce genre de sujet. Et donc, en quoi les systèmes que vous proposez, enfin, quel type d'optimisation est-ce que ça propose est-ce qu'on parle de l'utilisation de la taille mémoire du programme, de la taille en mémoire des variables, est-ce que c'est de la vitesse d'exécution? Alors en fait, du coup, c'est une bonne question. Dans mon pitch, de façon très générale, évidemment, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, en effet, on travaille sur l'arithmétique des données. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir, au départ, en fait, on part d'un certain type pour représenter nos données qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc au départ, on part de flottant, de double, qui va consommer beaucoup d'énergie, qui est lent et qui demande des unités de calcul qui sont spécifiques. Et nous, le but, en fait, c'est de pouvoir convertir justement toutes ces variables et de les mettre sur des entiers pour avoir en fait des opérateurs qui soient beaucoup moins coûteux. Et là où en fait on arrive à un problème d'optimisation qui est loin d'être trivial en fait à résoudre, c'est parce que le but du jeu dans ce qu'on propose, c'est que chacune des variables ait vraiment une taille qui soit vraiment au juste besoin. Donc on va regarder à la fois l'impact du fait de réduire en fait la taille de cette variable, déjà de la mettre en entier et de réduire la taille de cette variable à la fois du coup sur la qualité en sortie de l'application et également sur la performance. Et du coup, tout est une histoire de compromis. Il faut qu'on trouve vraiment le point qui va nous permettre d'avoir le bon compromis coût-qualité. Et donc, évidemment, alors ça c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'on dit, mais on a forcément en fait un compromis à faire sur la qualité de notre application. Et dans ce que j'avais proposé, en fait, avec ma thèse en 180 secondes, c'était, en fait, l'idée, c'est qu'on tolère des petites erreurs. Donc là, l'erreur, elle est vraiment parce qu'on ne va pas avoir un nombre infini de bits pour pouvoir représenter nos variables. Et l'idée, c'est de vraiment savoir combien j'en ai besoin pour que l'erreur soit indétectable par l'utilisateur ou alors qu'elle n'ait pas d'impact sur derrière l'utilisation qu'on peut faire de cette sortie. Un peu comme s'il y avait le bug de l'an 2000, non, où les applications justement étaient utilisées plus que deux numéros pour les années. Mais Oui, il faut pas, voilà, des fois on a besoin de trois, mais c'est ça, il c'est faut ça. prévoir d'avance.
il y a eu également voilà, une petite anecdote avec la fusée voilà, où il y avait également un petit souci sur la représentation de l'arithmétique des données qui a fait qu'on a eu une explosion au début, au début du vol. Voilà, c'est quelque chose qui est assez critique quand même. Donc, parce qu'à la fois, il faut quand même bien mesurer l'impact que peut avoir une dégradation si elle n'est pas maîtrisée sur le résultat de notre application. Donc c'est vraiment un problème qui est pas trivial. Aujourd'hui, les ingénieurs le font. Alors, donc, je ne sais pas l'expérience que vous avez pu en avoir, mais à travers les entretiens qu'on a pu avoir avec les différents ingénieurs qui s'occupent de cette tâche, souvent, c'est quand même fait assez manuellement. Donc, on va itérer, en fait, on va regarder, bah, voilà, qu'est-ce que ça donne si je mets ma donnée sur tant de bits. Est-ce que finalement, mon processeur derrière, bah, ça suffit? Est-ce qu'au niveau de la qualité, c'est bon? Et si c'est pas bon, pouf, on repart en fait de zéro. Et potentiellement, on a besoin de modifier soit notre application, soit quand vraiment ça ne fonctionne pas, on est obligé de modifier et de passer à un processeur qui est plus puissant et qui coûte donc plus cher et qui consomme plus d'énergie. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver l'implémentation de l'application qui permet d'utiliser les ressources au juste besoin. Est-ce que vous avez obtenu des résultats concrets alors de combien de gains vous pouvez obtenir en termes d'optimisation de l'utilisation de mémoire? Alors en fait, c'est très variable. Donc nous, les gains qu'on a mesurés, on a fait ça sur différentes applications. Ça varie énormément en fonction des applications et également évidemment en fonction de la contrainte de qualité, de perte de qualité que vous donnez en fait en entrée de l'outil. Sur différentes applications de traitement d'images sur lesquelles on a pu travailler, donc qui sont utilisées notamment pour traiter les images en sortie en fait de l'appareil photo qu'il y a dans votre smartphone par exemple. On obtient des gains entre 20 et 40% à la fois sur la consommation énergétique et sur l'empreinte mémoire en fait de notre application. On peut également avoir des gains différents dans d'autres types d'applications comme des applications de calcul matriciel où là on a pu obtenir des gains beaucoup plus importants de l'ordre de 96% de la réduction de la consommation énergétique. Mais encore une fois, c'est très dépendant des contraintes en fait de l'utilisateur et puis du type d'application qui est soit très très résiliente aux erreurs, soit pas du tout. Effectivement, oui, sur le calcul matriciel, notamment, ça peut servir beaucoup pour l'application dans les cas d'intelligence artificielle, pour embarquer des dispositifs qui puissent utiliser l'intelligence artificielle en direct sans appeler les serveurs. C'est ça. C'est ça, ça se fait de plus en plus. Donc ça, c'est une des applications également qui est possible à notre outil, de pouvoir essayer d'optimiser justement des applications d'intelligence artificielle. On n'est pas, donc je crois que peut-être on abordera ce point par la suite, mais c'est pas forcément un secteur qui nous a paru prioritaire. Parce que beaucoup essaient de travailler justement sur ce sujet en particulier. Donc nous, en fait, on a décidé d'essayer d'être beaucoup plus large, de pouvoir supporter n'importe quel type d'application, n'importe quel type de plateforme également. Donc on peut aller sur du processeur reprogrammable ou alors du circuit intégré, du processeur de traitement du signal, du microcontrôleur. Voilà, on a décidé d'être beaucoup plus large en fait que ce qui se faisait aujourd'hui. D'accord, très bien. Harry, je te passe la main. Très bien. Ce fut passionnant, votre débat. J'en ai compris quelques briques, mais c'est passionnant. Donc, en tout cas, j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder votre vidéo je résume ma thèse en 180 secondes. C'est excellent. Même quelqu'un comme moi qui suis hors IT peut comprendre. Et c'est un très bel exercice. Donc, si on revient un peu maintenant sur le projet de création de FinTech, donc c'est pendant vos recherches doctorales qu'a émergé, je dirais, l'opportunité, je dirais, d'en faire un projet d'entreprise. Bon, vous m'avez dit que vous aviez participé au concours ePhD, c'est ça, hein? Donc, ça avait contribué à votre réflexion. Mais est-ce que c'est venu avant ou nous, vraiment, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre à quel moment le doctorant peut trouver le fameux pépite qui peut transférer ensuite dans une activité commerciale. Alors, moi, en fait, j'ai travaillé pendant 2 ans sur des thématiques, donc pendant ma thèse, des thématiques qui sont proches de ce dont je parle là, mais qui ont
encore peu d'applications, en tout cas à l'échelle industrielle, puisque c'est encore très, très recherche. C'était très axé recherche. Ça m'a beaucoup frustrée quand j'étais en thèse parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était pas utilisé. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Donc, on a décidé de rediriger, en fait, pendant ma dernière année de thèse, mes travaux sur quelque chose qui était vraiment utilisé dans l'industrie, donc l'arithmétique des données. On a utilisé une des techniques que j'avais développées en fait un peu auparavant pour en fait un autre domaine. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de l'adapter pour faire en sorte qu'aujourd'hui, bah, au lieu de ne pas optimiser en fait leurs applications, les gens, on leur facilite la tâche et en fait, bah, qu'ils aient plus envie de le faire. On a réussi à avoir, donc dans ma dernière année de thèse, en mixant en fait un petit peu ces deux technos, des résultats vraiment intéressants puisqu'on faisait gagner un facteur non négligeable en termes de temps d'optimisation à ce qui se faisait déjà aujourd'hui. On savait qu'il y avait un problème dans l'industrie puisque notamment mon directeur de thèse bah, en fait, avait des contacts avec des industriels à ce sujet-là pour essayer de les aider à mettre en place des méthodes pour répondre à ce problème-là. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, bah, ce serait dommage, on a quand même des bons gains, ce serait dommage en fait de juste publier et que éventuellement ce soit juste pris en fait par un industriel qui travaille en fait sur ce type de thématique et qu'on n'en récupère pas un petit peu voilà les lauriers. On trouvait ça très dommage. Et puis on s'est dit bah vraiment comme ça. Bah, pourquoi on ne créerait pas une start-up? Et en fait, juste à partir d'une petite phrase, donc c'était Olivier Santias que j'ai mentionné un peu avant, qui est également dans le projet, en fait, qui avait sorti cette phrase-là. Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que moi, ça me plairait bien. J'aime bien les challenges et pourquoi pas? Et on avait la preuve, en fait, que des personnes en avaient besoin. Donc là où il a fallu encore plus creuser, c'était de vérifier que suffisamment de personnes en avaient besoin. Là où on creuse encore également, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer et combien ils sont prêts à payer pour utiliser du coup ce type de techno. Mais en fait, voilà, c'était pendant ma dernière année de thèse, quand on a trouvé cette technologie, qu'on a eu des gains vraiment significatifs, là on s'est dit, bah, il y a quelque chose à faire et on a décidé de creuser. Donc iPhD est venu vraiment après, un an après, je crois. D'accord. Et donc, à ce moment-là, est-ce que, en pratique, est-ce que vous avez pris contact avec la cellule de Valo de l'INSA, avec la SAT qui gère la propriété intellectuelle, je dirais, du consortium université, école d'ingénieurs qui travaillent tous ensemble, ou vous avez tout fait tout seul? Alors à ce moment-là, en fait, on s'est d'abord posé la question de déposer un brevet. Donc, on a forcément été en lien avec donc la SAT West Valorisation qui travaille avec l'INSADREN, qui nous ont qui étaient vraiment là pour nous guider, pour nous aider en fait dans les différentes étapes de valorisation. Donc à la fois sur les étapes de dépôt du brevet, mais également bah, sur la mise en place d'une étude de marché et ensuite bah, sur comment est-ce qu'on pourrait essayer justement de valoriser ces travaux-là. Donc en fait, on a été en lien assez tôt dès qu'on a parlé en fait de dépôt de brevet avec la SAT. La SAT. Donc, je rappelle que la SAT, c'est les sociétés d'accélérateurs de transfert technologique. Ce sont des sociétés qui gèrent donc, la propriété intellectuelle des universités et des écoles d'ingénieurs partenaires. Donc, leur objectif, c'est de valoriser cette propriété intellectuelle à travers le dépôt de brevet, mais aussi la création de start-up et l'octroi de licence éventuellement à des grandes entreprises. OK. Donc, vous avez été accompagné par la SAT. Donc là, vous avez un brevet ou sans dépôt, sans dépôt? Alors, c'est encore compliqué. En fait, on est parti en fait pour déposer ce brevet. Donc le dépôt, enfin le brevet était accepté au niveau français. On a eu du mal à faire comprendre ce qu'on faisait. Donc c'était un cabinet en fait qui s'occupait de la rédaction du brevet. Ça n'a pas été bien compris lors de l'étude en fait par l'Office européen des brevets. Donc on s'est fait retoquer en fait au niveau européen. Et comme nous, l'intérêt, c'était d'avoir un dépôt au moins États-Unis, on s'est dit, bah, si on se fait retoquer au niveau européen, enfin, voilà, on avait peur en fait de ne pas que notre brevet ne passe pas au niveau américain. Et dans ces cas-là, en fait, le risque, c'était la vulnérabilité
puisque si on avait notre dépôt qui était accepté en France, bah, notre brevet, finalement, toute notre techno était dévoilée publiquement en France, ce que moi, je n'avais pas compris en fait à l'époque. Donc, ça a été une des erreurs que j'ai faites. Pour moi, c'était super en fait de déposer un brevet. Je trouvais ça très prestigieux et je me disais, bah oui, c'est un actif, c'est classe. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que derrière, il y a bah, le fait de dévoiler sa techno. Et là, on s'est dit, bah mince, finalement, si c'est dévoilé à l'échelle française, que des Américains peuvent y avoir accès, alors qu'on ne peut pas se protéger déjà au niveau du pays, mais en plus, parce qu'en fait, les boîtes qui sont en face de nous n'ont pas du tout les mêmes moyens au niveau juridique que nous, finalement, on a décidé de rétropédaler et on s'est dit, bon, bah en fait, on va arrêter le dépôt et on a décidé d'annuler en fait le dépôt même en France. Donc, c'est pareil, toute une histoire de stratégie, mais Voilà, et donc, pardon, je vous coupe, Justine. pas de Maintenant, souci. votre stratégie, c'est le secret industriel, c'est-à-dire c'est tout est dans la tête ou quelque part caché dans un disque dur, si j'ai bien compris. Bah, c'est une stratégie, hein, ça peut être le cas. Hein. Pour l'instant, c'est le cas. On n'exclut pas de repartir sur du dépôt de brevet ensuite, mais je pense de mieux le réfléchir. Je pense qu'on repartira vers ce type de stratégie après parce que c'est quand même intéressant. Ça fait quand même un actif qui est intéressant quand on veut aller notamment vers des investisseurs. Par contre, je pense que j'étais pas forcément peut-être je n'avais pas assez réfléchi, j'étais pas prête et je pense que là, voilà, on le réfléchira un peu mieux et on retournera certainement vers ce type de stratégie. Mais pour l'instant, tout est dans la tête. C'est ça. D'accord, bon, bah, c'est formidable. Écoutez, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est un problème par jour qu'on doit régler. C'est ça. Et donc là, on va dire, est-ce qu'on va parler de technologie? La technologie, elle est prête à l'emploi ou vous êtes encore dans le projet FinTech, dans une activité, on va dire, de développement? Je parle Un pas de peu des produit, deux. hein. Je parle pas de produit, hein. Je D'accord, parle, d'accord. voilà. Ah oui, donc en fait, votre question, c'est vraiment sur le prototype de recherche ou prototype industriel, c'est ça Ouais, est-ce que vous êtes encore en train de travailler les mathématiques ou est-ce que tout ça c'est bon et vous êtes en phase de vous dire comment est-ce que j'en fais une offre commerciale, un produit? Dans quelle phase vous vous situez? On est dans la phase vraiment de développement d'un produit. Donc, à la fin de ma thèse, on avait un prototype de laboratoire en fait qui était opérationnel. Évidemment, voilà, il fallait mettre des rustines un peu à droite à gauche, c'est évidemment, puisque enfin moi, au sortir de ma thèse, j'étais toute seule à travailler sur ce projet. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est d'en faire un prototype industriel donc qui est beaucoup plus robuste et qui marche sur des applications d'industriels et plus juste que moi-même j'ai écrites, puisque bah, c'est trop facile sinon. Et là, en fait, la problématique, c'est de savoir déjà à quoi ressemble un produit. Il m'a fallu beaucoup de temps en fait à comprendre ce qu'était réellement un produit industriel. Donc, on a eu ce chemin-là et on est dans la construction justement de notre produit logiciel. Donc, on a un démonstrateur qui ressemble de façon assez proche au produit qu'on souhaite vraiment commercialiser. Mais derrière, on a encore beaucoup de réflexions autour des aspects de protection, de packaging. Voilà, comment est-ce qu'on livre chez un client, comment on se protège, quel serveur de licence, etc. Donc, on en est vraiment là. Évidemment, le client peut faire du rétro-engineering et Oui. éventuellement aspirer l'API. Très bien. Donc, concernant les applications industrielles, je pense qu'on a fait un peu le tour avec Olivier, c'est ça, hein, c'est vraiment pour aider les logiciels embarqués à consommer moins de ressources, à être plus rapides, et donc les applications sont assez vastes, assez larges. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui est logiciel embarqué pour l'industrie, mais peut-être pour tout ce qui est objet connecté aussi, non? Peut-être. Ça peut, alors là où on a vraiment une valeur ajoutée, c'est lorsque l'application est quand même assez complexe. Et du coup, là où on a de la valeur ajoutée, c'est quand les personnes finalement ont du mal à le faire manuellement. Donc, du coup, pour l'instant, on n'est pas encore allé trop vers le secteur de l'IoT parce que moi, de mon côté, j'ai pas eu beaucoup de contacts dans ce secteur-là. Voilà, j'avais un peu peur que les applications soient peut-être
suffisamment simples pour que l'ingénieur qui les écrit puisse les convertir et les optimiser en fait manuellement. Après, c'est un secteur, je pense, vers lequel on ira quand même puisque les contraintes sont assez fortes. Donc voilà. Et puis, je me trompe peut-être. Et d'ailleurs, à ce sujet, si des personnes qui nous écoutent sont du domaine de l'IoT et ont des avis à ce sujet, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. On a travaillé principalement dans le secteur de l'automobile, au niveau de la défense et au niveau des télécommunications pour le moment. D'accord. Et éventuellement, alors là, c'est le côté biologiste qui parle, parce que les robots de chirurgie qui vont bientôt se démocratiser aussi, hein, on va se faire opérer avec le chirurgien à l'autre bout de la Terre. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une application aussi dans ce type de robot? Alors, je pense qu'il y aura des applications, évidemment, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'applications aussi de traitement d'image hein, dans ce type justement d'application. Donc, je sais qu'au niveau du labo de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse, l'IETR, il y avait des liens justement avec des universités qui travaillaient sur ce type d'application. Donc, traitement d'image, souvent, il y a quand même vraiment une résilience aux erreurs. La difficulté derrière pour ce type d'application, c'est toutes les histoires de certification. C'est pour ça que ce sera également pas un de nos secteurs prioritaires, comme l'aéronautique non plus. Mais oui, 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 tout à fait. Très bien. Bon, bah écoutez, c'était très éclairant. Donc, vous avez parlé aussi des contacts que vous avez eus avec les potentiels clients, parce que dans une de vos vidéos, vous parlez justement que vous avez eu quelqu'un de très important dans votre secteur d'activité industrielle, justement, sans dévoiler les secrets de votre discussion. Quel a été son feedback par rapport à vos technologies? Alors, en fait, c'est assez difficile d'avoir une réponse. Les gens sont très intéressés. Beaucoup de personnes avec qui on a discuté en ont vraiment besoin. On fait face à plusieurs difficultés. D'une part, la plupart de nos contacts ne souhaitent pas déposer en fait leurs applications sur un serveur, d'où la difficulté pour nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment quelque chose, donc un outil bien packagé à livrer chez le client pour pouvoir bah, vraiment avoir des discussions avec ce type d'acteurs. Et donc, il faut que finalement tout cet aspect packaging soit déjà fait avant de pouvoir avoir des discussions vraiment commerciales. Et l'autre difficulté dans ce domaine, c'est qu'en général, la plupart des prospects avec qui on a discuté ne veulent pas y aller les premiers. Donc, j'imagine que je suis certainement pas la seule à faire face à ce type de difficulté. Souvent, on attend que y en ait un qui teste la solution d'une petite startup avant d'y aller. Et ça, c'est vraiment une des autres difficultés auxquelles on a fait face, même si, en effet, les gens y voient un intérêt et voilà, sont intéressés par les gains notamment qu'on a pu avoir sur des applications avec lesquelles on a travaillé avec eux. D'accord. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite le meilleur et puis surtout que effectivement le packaging produit puisse porter ses fruits. On va revenir un petit peu sur la création de Quintex. Donc là, vous êtes incubé dans la startup studio de l'INRIA, si je ne me trompe pas. En quoi ça consiste et comment est-ce qu'il vous accompagne, quelle est en pratique. Donc ça, c'est des questions pratiques vraiment pour les autres scientifiques qui Oui. voudraient se lancer dans la création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que d'être incubé au Startup Studio de NVIDIA? Alors, du coup, ce qui s'est passé après ma thèse, c'est que, donc, en fait, j'ai présenté mon projet devant le Startup Studio d'INRIA. Donc, c'était un comité. Donc là, il fallait que je pitch. J'avais un dossier à remplir avec différentes questions qui étaient assez proches, en fait, du dossier pour iPhD. Et j'ai pitché, du coup, devant un comité. Le but derrière, c'était d'être financé. Donc, mon salaire et le salaire d'un autre ingénieur qui m'a rejoint sur le projet pendant un an. Donc, on a bénéficié en fait de cet accompagnement-là, donc d'un accompagnement financier, de formation, donc avec la Business School de Lyon notamment, mais également des formations qui sont faites également par les personnes à la tête du Startup Studio, donc Sophie Pelat et Hervé Lebré. Et puis, en fait, tout un réseau. J'ai pu également bénéficier des locaux à INRI à Rennes et du soutien des personnes en fait, qui sont en charge pareil, de la valorisation
et des relations en fait avec les industriels, du développement des startups au centre INRIA Rennes et d'ingénieurs qui m'ont donné également un coup de main et que je remercie vivement sur le développement en fait du projet. Et le choix de la Startup Studio de l'INRIA, c'est la SAP qui vous l'a recommandé? Comment ça s'est fait? Ou c'est parce que vous êtes des chercheurs au sein de votre laboratoire de recherche était INRIA? Comment s'est fait ce choix? Parce que, on va dire, il y a aussi l'incubateur, on va dire peut-être de l'INSA, il y avait aussi l'incubateur de l'Université de Rennes. Pourquoi la Startup Studio de l'INRIA? Alors moi en fait on avait donc Olivier Santiès qui faisait partie du projet ANR dans lequel je faisais ma thèse était INRIA, donc nous on était INSA en fait, moi et Daniel Ménard. Olivier était INRIA. Et en fait, bah, il m'a mise en relation avec Mélanie Rimbaud, qui s'occupe justement bah, de toute la partie valorisation, qui m'a présenté le dispositif. Et en tout cas, dans ce que j'ai pu voir des différents dispositifs qu'on m'a présentés, c'était ce qui me paraissait être le plus intéressant parce que pendant un an, on est quand même au chaud avec un salaire d'ingénieur. Ce qui n'est pas négligeable quand on doit économiser un petit peu pour son futur capital social derrière bah, quand on crée une startup et qu'on sort de thèse. Et puis bah, donc l'aspect financier était très important et je ne le savais pas à ce moment-là, mais l'aspect soutien technologique par les ingénieurs INRIA était vraiment super important également. Donc voilà, c'était d'abord l'aspect financier. Et derrière, en fait, je me suis vraiment pas trompée parce que j'ai été vraiment accompagnée à la fois par les formations, mais aussi par tout le côté techno qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire si j'étais restée toute seule. Très bien, parce qu'effectivement, tout le monde a des très bons retours de la Startup Studio de l'INRIA. Donc, on est ravis de vous l'entendre également nous partager ce point avec nous. Euh, donc, concernant, je dirais maintenant, le mindset, je dirais, de l'entrepreneur que vous êtes en train de devenir, est-ce que les formations au business, par exemple, comment vous avez perçu ces formations? Est-ce que ça a été vous avez découvert quelque chose qui aujourd'hui vous plaît, ce côté business, ou vous préférez rester, par exemple, dans un rôle de CSO et il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Après, chaque entreprise a son histoire, on va dire son histoire naturelle. Mais vous, est-ce que, par exemple, vous voyez aujourd'hui dans ce rôle de CEO, de business, de négociateur, de marketing Alors oui, c'est rigolo parce qu'en fait, au départ, quand je cherchais un associé, donc au tout début de mon projet, il y a peut-être 2 ans maintenant, ben, en fait, je me présentais comme futur CTO de la boîte. Et pourtant, en fait, au fond de moi, avec les formations que j'avais pu faire, et puis bah, parce que ça me plaît, en fait, je me voyais plutôt CEO et je m'en sentais pas trop légitime. Et en fait, bah, plus ça va et plus on engrange de connaissances, même si évidemment, enfin, on n'a pas de MBA. Voilà, moi, j'ai vraiment juste voilà, des formations glanées à droite à gauche. Mais en fait, c'est finalement vraiment ce qui me plaît et je me sens de plus en plus vraiment légitime à ce poste de CEO. C'est mon projet et voilà, j'ai envie de continuer à évoluer, en tout cas à la tête de l'entreprise, vraiment côté business plus que côté technique, même si bah, on va pas se le cacher, on fait un peu tout au départ, le café aussi. Mais c'est vrai que ouais, franchement, moi, j'ai quelqu'un du coup, suite à l'événement où moi je me présentais CTO qui m'a dit mais non, enfin il faut assumer si c'est vraiment CEO là où tu te sens bien, il faut assumer ce rôle-là et tu es tout à fait légitime. Et en fait, depuis ce jour-là, je me dis mais oui, en fait, c'est ce que je veux faire et donc voilà, moi je me sens bien à cette place-là et j'ai envie de la garder le plus longtemps que je pourrais, puisque évidemment, derrière, avec l'évolution de l'entreprise, si ça se passe bien, il y a des moments où on n'est plus la bonne personne en fait pour être CEO et voilà, ce sera l'histoire de l'entreprise qui s'écrira. Ouais, quand ce problème se présentera, ce sera en général. Ce sera une bonne nouvelle. Voilà, c'est parce qu'il y aura un gros investisseur au capital. C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, c'est très bien de le présenter comme ça, parce qu'effectivement, quand Elon Musk n'a pas de MBA, Mark Zuckerberg n'a pas de MBA, il n'y a pas à avoir effectivement de complexe d'infériorité pour faire du business quand on est un scientifique, ingénieur, il faut y aller. Très bien. Bon, bah écoutez, alors quelle sera la prochaine étape alors immédiate pour Quintech?
Est-ce que c'est la création par proprement parler, ou est-ce que c'est l'embauche, ou est-ce que c'est les stagiaires? C'est la prochaine étape immédiate? La prochaine étape, c'est la création en premier, en sachant qu'on conditionne notre création à un besoin de créer. Donc, c'est-à-dire qu'on attend, on attend quelques avancements sur nos discussions avec un prospect en particulier. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment au bon moment. Donc, soit parce qu'on a un investisseur, soit parce que on a un potentiel client. Donc, on a des pistes en fait sur ces deux aspects. Et en fait, dès qu'on a besoin de créer, on se lance. Le but de créer le plus tard possible, entre guillemets, c'est parce que beaucoup d'aides en fait, sont conditionnées par rapport à la date de création. Absolument. Donc, comme Bourse French Tech Émergence également, je crois. Et donc, il ne faut pas créer trop tôt pour pouvoir quand même en bénéficier. Donc, nous, on attend vraiment le bon moment, en fait. Parfait. Écoutez, j'ai une dernière question. Parce qu'en fait, ça rejoint un peu ce que vous avez dit un peu précédemment par rapport à votre ambition. Mais justement, quelle est votre ambition ultime? Est-ce que vous voulez, comme Elon Musk, créer une grande entreprise avec des applications, ou alors votre objectif, c'est de développer la meilleure technologie et le meilleur produit possible pour faire une belle revente industrielle, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Encore une fois, c'est dans les deux cas, ça vous serait applaudi, et je dirais, c'est le chemin qu'un entrepreneur peut choisir l'un ou l'autre. Quelle est votre ambition à très long terme? Moi, je suis plutôt sur la deuxième, la deuxième option. Mon but, c'est que voilà, je suis vraiment convaincue par l'utilité de notre technologie. J'ai envie qu'on soit vraiment les leaders, en tout cas, sur ce domaine-là, qui n'est pas très occupé pour le moment en termes de paysage concurrentiel. Le but, c'est vraiment que on ait les meilleurs travaux de recherche qui soient poussés derrière dans nos outils pour permettre aux industriels de vraiment se confronter à ce problème d'optimisation. Derrière, que ça reste une petite ou une moyenne entreprise, ça me dérange pas trop. L'idée, à terme, risque d'être évidemment, si ça marche bien, un rachat, puisque le ce serait plus facile en fait de notre côté d'être utilisé accolé à d'autres outils d'aide à la conception de systèmes. Donc, c'est ce qui se profilerait en tout cas si tout se passe bien. Maintenant, moi, le but, c'est vraiment de prouver que notre techno, elle a de la valeur et que avec la recherche, on peut quand même avoir des belles applications industrielles. Parfait. Olivier, est-ce que éventuellement tu veux poser la dernière question? Effectivement, oui, c'est clair que c'est un gain qui gagnerait beaucoup à être dans un packaging, dans un ensemble d'outils ou intégré même à des outils de développement. Et est-ce que vous avez commencé des collaborations dans ce sens-là avec d'autres entités ou avec d'autres startups de recherche qui proposent d'autres outils? Alors pour l'instant, on a discuté en fait avec un fondeur qui propose déjà, donc c'est du coup un fabricant de processeurs reprogrammables qui propose du coup ces processeurs et qui propose à la fois en fait des outils logiciels pour aider à les programmer. Donc on a discuté avec eux pour aller vers un partenariat. Et c'est les discussions les plus avancées qu'on ait en fait avec de cet ordre-là. Formidable. Ouais. Bon, on va conclure. Justine, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes scientifiques qui souhaitent se lancer dans l'aventure et participer à la création ou au développement d'une startup du tech? Est-ce que vous avez des conseils? Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas, moi, j'ai passé une année, une année même 2 ans maintenant, où je travaille sur mon projet qui était vraiment super et je m'éclate en fait tous les jours. Euh, ça fait peur, mais franchement, s'il y a un moment où on peut prendre ce risque, il est quand même très maîtrisé avec beaucoup de dispositifs qui sont là pour nous aider, comme l'INRIA Startup Studio notamment. Et du coup, mon seul conseil, c'est allez-y. Si vous avez un tout petit peu envie, franchement, je pense que c'est tellement une belle expérience et on apprend tellement de choses tous les jours que voilà, quand on aime la recherche, les sciences,
De toute manière, on se plaît dans ce type d'expérience parce qu'en fait, on apprend et je pense que ça, c'est aussi une des dimensions des sciences qu'on aime tous en tant que scientifiques. Donc, je pense que voilà, faut pas avoir peur et il faut se lancer et tenter le coup. Et voilà, il y a pas forcément beaucoup de succès au bout du compte hein, dans les startups au niveau des chiffres, mais franchement, je pense que de toute manière, que ça fonctionne ou pas, de mon côté, c'était tellement une chouette expérience qu'il n'y a pas de regret. Formidable, c'est un très beau mot de la fin les statistiques des startups du tech sont un peu plus élevées que les startups. Ouais. Oui, oui, je prends les statistiques générales, oui. Donc allez-y, bravo, merci beaucoup Justine et on vous souhaite tout le meilleur et puis Merci. on se tient au courant, on tient nos auditeurs au courant de vos avancées. À Avec très plaisir. bientôt. Merci à vous. Merci encore. Et puis, j'ai dit aux auditeurs de liker, de partager. Et vous aurez tous les liens en rapport avec le tech en descriptif, les vidéos dont on a mentionné pendant cette interview. Et allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt, Justine.